simple. Je préférais pour cette conférence, qui est quand même plus technique que d'autres, n'hésitez pas à faire des questions, à poser des questions intermédiaires. Ça ne m'interrompt pas du tout. Donc, si vous vous sentez concerné ou vous trouvez que je n'ai pas été clair sur un point, comme c'est des problèmes de type stratégique et c'est un enjeu quand même qui est important, je pense que cette conférence sera importante dans votre tête aussi par rapport à ce qui va se passer au mois de décembre. Puisqu'on aura une grande réflexion sur le problème de l'évolution de l'entrée de la Turquie au mois de décembre. On avait le rapport de la Commission. Et donc dans ce cadre-là, c'est quand même bien en tant que Français de pouvoir se positionner sur le plan géostratégique et géopolitique. Donc le but de la conférence, c'est de montrer évidemment l'enjeu de la Méditerranée pour l'Union européenne. On va se recadrer au niveau de l'Union européenne, mais c'est aussi un prétexte, entre guillemets, pour avoir une réflexion, je dirais, d'ordre ontologique sur la notion de carte. Alors, la notion de carte, vous voyez ici, en fait, vous avez une carte. Alors, c'est une carte, vous allez me dire, elle est dessinée à la main. Quel est le but de commencer une conférence avec une carte qui n'est pas très claire? C'est-à-dire que si moi je vous interrogeais et je vous disais qu'est-ce que vous voyez, l'avantage de cette carte, c'est que clairement vous voyez que vous ne voyez pas. D'accord? Donc, dans les autres cartes, les cartes disons plus courantes, vous avez l'impression de voir. Le problème, c'est que ce qu'on voit en tant que non spécialiste, c'est plutôt ce qu'on regarde. Et les spécialistes voient autre chose. Alors, pour comprendre un peu le cadre de la conférence, je voudrais que vous placiez dans la situation mentale de comprendre que la carte, ici, en tout cas dans ce cadre de cette conférence, sera en fait un segment d'un film. Donc, pour vous donner une idée facile de ce que j'entends par là, si je vous montre une photo, et vous voyez quelqu'un qui se trouve au 3e étage, mais il est à l'extérieur du balcon. Même si vous voyez une photo qui est statique, tous, vous savez que sous l'action de la gravitation, il va tomber. Et vous avez beaucoup de mal, en tant que cerveau, à décider qu'il ne tombera pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup de mal à imposer à votre cerveau de voir cette photo de façon statique. En réalité, cette photo, même si elle est statique, en tant que phénomène, représente un fait qui, lui, est dynamique. Donc, on sait qu'il va tomber. Ce serait très surprenant pour vous si on vous montrait une autre photo où il n'a pas bougé. Bien. C'est le problème à l'envers pour les cartes. Les cartes, vous avez tendance à les regarder de façon statique. Tous, même nous. Et souvent, en fait, on ne sait pas bien si cette carte, c'est la carte qui permet de comprendre l'avenir ou le passé. On la regarde de façon synchronique dans le présent. Donc on a l'impression qu'elle montre quelque chose à l'heure actuelle. En réalité, une carte ne montre jamais rien sur le présent. Donc, ce paradoxe-là, on va pouvoir le débloquer, si vous voulez, en considérant que la carte n'est qu'un segment d'un film continu qui évolue sans cesse avec différentes cartes. Et donc là, déjà, vous remarquez que cette chose, on va dire, pour l'instant, ressemble à cette chose, qui ressemble à cette chose, qui ressemble à cette chose, etc., mais ça évolue quand même. En fait, ça, c'est une carte stratégique évolutive qui ne donne pas vraiment de précision du point de vue des dimensions et de la distance, car il s'agit en fait d'une carte topostratégique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par topostratégique? Vous connaissez la stratégie, c'est en fait l'espace mental dans lequel on évolue en situation de guerre, pour nous. La géostratégie utilise la géographie et la stratégie. La topostratégie utilise la topologie, qui est une branche des mathématiques, avec la stratégie. Alors, le principe de la topologie, c'est de ne pas s'intéresser aux distances. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
Donc, le fait de ne pas s'intéresser aux distances permet des déformations. C'est-à-dire que maintenant, si je vous dis comme ça, sans vous prévenir, qu'un cube, c'est pareil qu'une sphère, vous seriez surpris. En fait, en topologie, c'est la même chose. À partir du moment où c'est un espace fermé, qui peut être déformé de façon continue, eh bien, on obtient le même résultat. Dans ce cadre-là, ici, vous avez en fait une représentation par schéma Monteau du congrès de Berlin de 1878. On le verra plus en détail sur une carte plus normale pour que vous compreniez mon plan. Alors, donc, le but, en fait, c'est qu'on pourrait faire l'ensemble de cette conférence sur l'enjeu stratégique de la Méditerranée en utilisant ce type de carte, mais vous voyez que ce serait quand même assez difficile si on n'est pas prévenu. Alors, on va passer à la carte suivante, qui est aussi une carte topo-stratégique, mais celle-là, on va tenter de l'éclairer. Alors, je me lève pour l'éclairer. Alors, ça doit marcher, très bien. Alors, ici, vous voyez donc un objet, c'est difficile à définir dans un premier temps, mais ça sera plus clair au fur et à mesure. En réalité, c'est la représentation topostratégique de la Méditerranée. Sans regarder dans les notions de distance, vous voyez quoi? Vous voyez en fait un système fermé avec trois ouvertures. Donc, la Méditerranée, en fait, ici, il s'agit de Gibraltar, ici, il s'agit de Suez, et ici, il s'agit, en fait, de Constantinople, Byzance, Istanbul, selon votre version. Bien, vous savez que ce point-là et ce point-là sont des points naturels, c'est des ouvertures naturelles d'un espace fermé, donc il n'est plus vraiment fermé. Celui-là est un point artificiel, vous vous rappelez, fermé dans les 7, 1869. Ça va être important de le recadrer dans le cadre précédemment, défini précédemment, c'est-à-dire le congrès de Berlin. Alors ici, en fait, vous avez des Baléares, avec une flèche pointée qui vient cet élément de surface et l'Espagne. Ici, en fait, vous avez la Corse, Sardaigne, la Sicile, Malte. Donc un enjeu stratégique puisque vous avez une double flèche, c'est assez proche des deux, aussi bien de la Sicile que de Tunisie. Et là, en fait, vous avez la Crète. Là, vous avez Chypre. Et ici, en fait, vous avez les îles de la mer Égée, qui représentent en fait un ensemble de 3000 îles. Bon, 150 seulement ajoutés, mais 3000 îles, donc qui est rejoint par la Grèce. Alors, quand vous avez en fait cette image, ça vous permet, passe la suivante, puis on repassera à celle-là, ça vous permet de voir certains détails au milieu des détails. C'est-à-dire que ça, c'est une image plus classique que vous avez. Donc, vous voyez, c'est une image de Google. C'est l'image de la Méditerranée comme vous l'imaginez, avec une tendance neutre, puisqu'on ne représente pas les états, on représente uniquement sa géographie, et simplement la profondeur. Simplement, si là, on vous disait, qu'est-ce que vous voyez de remarquable sur le plan stratégique et géostratégique? Bien, vous auriez du mal parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Alors, l'avantage de la carte précédente, on va revenir à la carte précédente, c'est qu'elle peut vous permettre de comprendre très rapidement que si vous avez un espace fermé, c'est très important les ouvertures. Alors, on va prendre ça au pied de la lettre et on va essayer de comprendre ça sur un exemple très simple. D'ailleurs, on va utiliser cette porte. Quand vous regardez une porte, qu'est-ce que vous voyez? Ça a l'air bête comme question comme ça. Voilà, alors vous voyez en fait le bâton, alors vous voyez quoi comme détail? Vous voyez l'ensemble de la porte, bien, donc c'est une ouverture, ça peut être aussi une fermeture. Si c'est une ouverture et une fermeture, c'est défini par la serrure. Mais pour que ça soit une ouverture et une fermeture, il faut aussi qu'il y ait des gonds. On attache très peu d'importance aux gonds. Ceux qui fabriquent les portes savent très bien que c'est très important. Nous qui sommes utilisateurs, on est content parce qu'on considère que c'est évident. Mais regardez la différence.
pour que vous voyez un peu la mentalité. Chez les Chinois, le premier fils de la famille a souvent le nom qui correspond au beau. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, comme nous, on a le soutien de famille comme expression. Bien que, en fait, on considère que le premier fils de la famille, c'est lui qui va remplacer, si vous voulez, le père. Donc, au lieu de parler de la porte, on parle d'abord de ça. C'est assez logique si vous réfléchissez. Et réfléchissez à la Méditerranée. Plein de fois dans votre vie, vous avez entendu la phrase « la Méditerranée, c'est une mer fermée ». Mais ça, c'est parce qu'on est ici. Vous seriez en Angleterre, on vous dirait tout de suite que c'est une mer ouverte. Alors, donc, les points stratégiques. Là, il y a un point qui peut être considéré comme stratégique. Ça, c'est un point tactique. D'accord? Ça, c'est un point stratégique. Pourquoi il est stratégique? Parce qu'en fait, il y a une serrure, mais qu'il n'y a pas de clé. Et la clé, c'est justement, ça appartient au domaine de l'invisible. La stratégie est un mode opératoire dans le cadre de l'invisible. Quand quelqu'un voit votre stratégie, il peut prévoir, et donc, c'est fini pour vous. La tactique, ça sera toujours évident. Alors, maintenant, essayons d'imaginer qu'on est un ennemi et qu'on veut casser cette porte. Ah, là, il y a d'autres points qui sont importants. Vous voyez, en bas, et ici. Ce sera en fait des points de résistance qui ne sont pas fabriqués en fait pour être utilisés vraiment, mais plutôt pour stabiliser. Donc, on aura une définition entre point de stabilisation, ici un point critique. Parce qu'évidemment, si vous avez la clé, vous vous en foutez complètement du point de stabilisation, vous êtes d'accord. Par contre, si vous n'avez pas la clé, alors vous voyez, dans l'Antiquité grecque, les portes étaient tellement bien faites que les voleurs passaient par les murs. C'était plus facile à casser. Donc, il faut bien se rendre compte que si vous, alors vous allez me dire, mais ça on ne connaît pas bien, nous, on est en France, on ne connaît pas bien. Alors si vous faites en fait une super porte blindée et que le mur n'est pas costaud, vous savez ce que c'est? Plan stratégique. Ça sera la ligne Maginot, et ça sera la Belgique. C'est-à-dire que si vous arrivez à convaincre l'autre que c'est vraiment infranchissable, eh bien il finira par franchir par ailleurs. Alors évidemment, si vous pensez, par exemple là ici on a Nicolas Sarkozy, donc c'est l'équivalent de la France, si la France à l'époque pensait que l'Allemagne ne passerait pas par la Belgique, et donc a renforcé tout son réseau sur la ligne Maginot, eh bien vous savez la suite de l'histoire. Donc maintenant dans nos écoles de guerre, on n'en sait plus ce genre d'exemple. Vous voyez? Parce que si vous comptez le nombre de béton qu'on a coulé sur la ligne Maginot, ça vous ferait peur juste de l'énoncer. Alors, ici, d'un seul coup, vous voyez ces points stratégiques. Alors, on va avancer de 2 crans. Peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi. Vous voyez? C'est intéressant, ça, non? Alors, ça, c'est une carte. Pierre essaie de la faire un peu plus grande. Alors, vous voyez, là, il y a écrit base stratégique et point de contrôle en Méditerranée 2004. Je pense que vous le voyez tous. Vous voyez, il y a écrit là passage d'intérêt stratégique. C'est intéressant, c'est justement les 3 points qui sont définis par une carte topo-stratégique. Vous remarquez ici qu'il y a un détail d'ordre géographique. Vous avez 2 points de passage, parce que ça correspond en fait le premier au Dardanelles, qui a provoqué aussi une bataille. Et regardez maintenant l'espace à l'intérieur. Regardez le positionnement de ces drapeaux, que vous reconnaissez. C'est intéressant en fait que tous ces drapeaux, si vous remarquez bien, ils sont tous anglophones. C'est une autre vision de la Méditerranée. C'est une vision totalement stratégique. Alors attention, en France, on est assez démunis parce qu'on est une force terrestre. En France, le français normal, attention par français normal, j'entends aussi Napoléon, donc que vous ne soyez pas fâchés. Le français normal, c'est-à-dire dans le sens stratégique du terme, a plutôt tendance à regarder avec l'importance à la terre plutôt qu'à la mer. Bien. Alors, vous voyez, si je vous montrais une carte européenne, comme on le fera par la suite, qui sera un peu plus haut, là vous serez en fait dans votre élément. J'oserais dire que vous serez dans l'eau, dans votre eau, mais bon, on sera quand même dans notre terre. Alors la différence, c'est que l'esprit anglais, et par voie de conséquence l'esprit américain, se base plutôt sur des points stratégiques,
Parce que comme c'est déjà une île dès le départ, elle est isolée. Hein? N'oubliez pas, île et isolée, c'est la même racine. Alors, le problème c'est, est-ce qu'on est isolé ou est-ce qu'on est stratégique? Alors, vous remarquez que c'est intéressant d'avoir une base en Sicile. C'est intéressant d'avoir une base en Crète. C'est même 2 fois intéressant d'avoir des bases à Chypre. D'accord? Je ne parle pas de l'aspect terrestre, donc je ne compte pas la Turquie, la Grèce, plus haut la Yougoslavie, etc. Je parle uniquement de la zone centrale. Alors, on revient sur notre carte. Et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que finalement, cette carte qui a très peu de choses sur le plan visuel, a énormément de choses sur le plan essentiel. Donc, les 3 passages qu'on a définis, le problème des îles, donc avec, on va regarder les flèches, vous voyez que ça va être Baléares, ça va être moins utile que ce réseau-là, Sicile et Malte. Un autre point important pour la topostratégie, c'est qu'on définit les îles de la mer Égée, alors que ça ne va pas être intéressant directement du point de vue stratégique, parce qu'on ne saura pas bien où la placer. Alors, revenons à notre carte normale maintenant. Alors, vous voyez ici, si je vous disais que dans cet endroit-là, il y a 3000 îles, vous direz, on ne le voit pas bien. Bon, c'est parce qu'en fait, on ne les voit pas bien, qu'elles appartiennent facilement à la stratégie. Ce qu'on voit bien par exemple la Crète, on voit bien à peu près Rhodes, et puis Lesbos, Iquios, pour ceux qui connaissent un peu. Après le reste, il faut y être allé. Le problème de la stratégie, c'est que des fois, vous n'avez pas accès. Donc il faut imaginer comment ça se fait si vous pouviez y aller. Alors, quel est l'intérêt? On va essayer de voir la carte européenne, on va la faire défiler maintenant. Quel est l'intérêt de cette zone? On va le voir au fur et à mesure. Ça sera ce qu'on appelle en fait des problèmes de zone de résistance et de zone d'affrontement. Alors, on va sur les cartes européennes et l'évolution de l'Union européenne. Voilà. Donc, on revient, c'est ça, on va lire. Donc, vous vous rappelez, on va juste se rappeler, parce que ça, on s'en soutient tous. Non, encore plus. Ça fait plaisir que tu sois arrêté sur la date de l'entrée de la Grèce, mais je pense que c'est pas voulu. Alors, on parle de 73, en fait, on a une autre date, on a d'abord le traité de 57. Je vous rappelle donc quelques éléments de base pour qu'on puisse réfléchir sur l'aspect de la Méditerranée. Vous voyez qu'en fait, donc la France joue un rôle majeur avec l'Allemagne, vous savez bien. Au départ, on a le Benelux. Donc, chose importante, c'est que du point de vue topologique, ce sont des États qui se touchent. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre sans avoir de frontières internes. Quand on va placer les 3 États qui vont former en fait le traité de Rome, ce sera 3 États qui vont finalement se coller au Benelux. Donc on va avoir une fusion. Première conséquence, un effacement des frontières internes. C'est-à-dire que toutes les frontières du Benelux disparaissent, elles sont complètement absorbées dans l'Union européenne de l'époque. On a simplement le front de mer côté Atlantique. Quand on est dans ce cadre-là, ce qui paraît naturel, pour arriver à la date de 73, c'est que vous avez un front de mer, mais vous avez un obstacle. L'Angleterre et l'Irlande. Donc pour ne pas avoir l'obstacle, vous décidez de l'absorber et vous avez une continuation aussi au niveau du Danemark. Vous voyez que ça correspond en fait à un espace qui vit de manière organique et qui se développe et qui n'est pas statique. Alors ici on voit la suite, comment ça évolue. Alors ensuite, on a l'entrée de la Grèce qui pourrait paraître en rupture avec l'ensemble qu'on vient de définir précédemment. En réalité, on a déjà un accès sur la Méditerranée. Quand on demandait au président Valéry Giscard d'Estaing, qui avait beaucoup œuvré pour l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, mais enfin, pourquoi avez-vous fait entrer la Grèce? Alors Valéry Giscard d'Estaing réfléchissait, et il finissait par dire parce que la Grèce, c'est la Grèce. En fait, il n'y avait aucune raison à l'époque. Donc, je ne dis pas ça de façon méchante, hein, n'oubliez pas que je suis grec. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous réfléchissez en tant que Français, je fais ça aussi, là d'un seul coup, vous vous dites quel est l'intérêt d'avoir la Grèce? Ça paraît très éloigné.
Donc n'oubliez pas que la Grèce va finir par rentrer dans l'espace Schengen et que la Grèce de l'Italie, c'est pas très éloigné en réalité. D'accord? Ça, c'est 12 heures de bateau. Bateau ferry lent. Hein? Donc, l'idée, c'est que assez rapidement, alors qu'on a démarré le Benelux et qu'on introduit ces trois pays, avec l'entrée de la France et de l'Italie, le renforcement de la Grèce est naturel pour avoir un contrôle, au moins partiel, de la Méditerranée. Alors on va passer à la suite. Voilà, donc la suite, en fait, c'est une suite logique, si vous réfléchissez, c'est l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Remarquez que le Portugal n'est pas rentré sans l'Espagne. Si vous aurez pu me dire, pourquoi pas? Non, parce que si le Portugal était rentré avant l'Espagne, sans l'Espagne, eh bien on aurait une création d'une frontière artificielle ici et ici, avec un problème de sédimentation, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus un espace, dans une topologie connexe. C'est une perte très importante sur le plan stratégique. Donc là, c'était naturel, et les deux pays le savaient, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le même cadre, c'était naturel d'absorber cet espace-là d'un seul tenant. Alors vous remarquez que maintenant la Méditerranée commence à se fermer naturellement. Alors on va continuer. On arrive en 91, ça c'est une modification, c'est pas un élargissement, c'est simplement l'Allemagne qui devient un peu plus grande avec l'Allemagne de l'Est. Naturel, une extension naturelle aussi de l'Allemagne que du Danemark. On continue pour de vrai cette fois. Voilà, alors regardez, ça c'est intéressant puisqu'on a la création la première fois d'un trou topologique qui représente la Suisse. Donc, la Suisse, je sais bien, surtout pour les Français, que ça représente l'endroit où il y a de l'argent et du chocolat. Quand vous mangez du chocolat, en général, vous oubliez qu'il y a de l'argent. Et quand vous n'avez pas de chocolat, vous vous rendez compte que c'est dû à l'argent. Mais dans tous les cas, cet espace-là sera, entre guillemets, européen de toute manière. N'oubliez pas que la Suisse, hein, je sais bien que des fois ça surprend les Français, en disant que la Suisse, quand même, c'est quand même par excellence le pays neutre, tellement neutre qu'on ne sait plus quoi dire. En réalité, la Suisse, je vous rappelle qu'en 2004, elle a fait sa votation, elle a accepté l'introduction de 10 pays nouveaux membres, en les reconnaissant comme un espace à 25, sans avoir de problème. La votation, c'est l'équivalent du référendum chez nous. Hein. Donc c'est un référendum très important. En réalité, on pense que la Suisse sera complètement dans l'Union européenne dans une dizaine d'années, par une voie tout à fait normale. Si vous remarquez à l'heure actuelle, quand vous allez en Suisse, c'est très difficile de le savoir, et la Suisse a des accords bilatéraux avec tous les pays qui la touchent. Ce qui est important en tout cas, c'est l'espace autrichien qui va renforcer l'Allemagne et faire un point de liaison avec l'Italie. Donc on a un deuxième renforcement, et ensuite on a une extension vers le nord qui correspond à un phénomène de saturation au niveau de la Méditerranée, parce que n'oubliez pas, oui, la date c'est 95, que normalement vous auriez pu me dire, mais pourquoi il n'y a rien là? Mais c'est que là on est en pleine guerre. Hein? Alors, donc c'est normal de s'étendre dans ce sens-là. Ça ne s'étend pas au niveau de la Norvège, qui serait plus naturel sur le plan géostratégique, parce que la Norvège a refusé par 2 fois de rentrer dans l'Union européenne, puisque des eurosceptiques l'ont convaincu que si elle rentrait, elle perdrait sa fameuse couronne. Mais peu importe. Alors, allons à la suite. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'élargissement le plus complexe. En réalité, le plus simple, mais le simple, vous savez, est complexe. Pourquoi? Parce que vous avez le plus grand élargissement. Remarquez bien, ici, une absorption. Là, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Donc, ce front-là se fait d'un seul tenant. Là, sur le bas, on a la Slovénie, donc on prend quand même un bout. Alors, on est en 2004, on prend un bout de la Yougoslavie. On a un renforcement, par contre, tout à fait intéressant sur le plan de la Méditerranée, c'est qu'on a 2 détails. Un, c'est Malte. L'autre, c'est Chypre. Attention, hein, parce que Chypre n'a toujours pas réglé son problème. Or, on l'introduit dans l'Union européenne, ce n'est pas par hasard. Hein, et c'est pas simplement parce qu'on aime Chypre. En réalité, Chypre avait les 41 critères de l'Union européenne. C'était une des raisons. La plus dure réalité, c'est que c'est un espace stratégique très important au niveau du Moyen-Orient. On les expliquera par la suite au point de vue français. Regardez ici, là, les Pays-Bas.
ils vont rentrer d'un seul tenant. On a une jonction, là vous savez, en fait c'est une exception, puisqu'en fait on a la Russie. Mais vous voyez maintenant que quand vous le regardez, je vais le passer en arrière très rapidement. Continue. Voilà. Et redémarre et refait le vide. Vous voyez? Voilà, donc Robert en 2007. Quand vous voyez de façon accélérée, vous vous rendez compte en fait que l'Union européenne n'a pas grandi n'importe comment. Donc elle a toujours grandi avec deux critères. Un espace topologique connexe, la connexité, très important, et la volonté de faire des agrandissements, donc des élargissements, sans augmenter les frontières. Ça c'est un paradoxe, parce que vous voulez plus de surface, mais vous voulez moins de frontières. Alors comment ça se fait? C'est très simple, vous absorbez les frontières. Donc par exemple, la Hongrie, l'Autriche n'ont pas de frontières. En réalité, enfin, l'Autriche un peu quand même, il faut être honnête avec la Suisse, mais on en a déjà parlé. Alors quand vous regardez cet espace-là, vous voyez que ça nous fait beaucoup de bleu au-dessus de la Méditerranée, qui est normalement la coupe bleue, mais regardez ici, vous avez donc deux zones qui sont deux trous. Là, on l'a réglé, c'était la Suisse, l'autre, c'est la Yougoslavie. Alors la Yougoslavie, ça va représenter un enjeu, pourquoi? Parce qu'on a une fermeture au niveau de la mer Adriatique. Ça nous intéresse d'avoir ce point de vue au niveau de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que c'est très mauvais, vous êtes d'accord? Vous le sentez ça en tant qu'Européen? C'est très mauvais d'avoir ça comme tout cet espace-là, comme frontière. C'est difficile à contrôler. Par contre, si c'est absorbé, d'un seul coup, la frontière est ici. Qui correspond en réalité à une frontière qui est déjà gérée, puisque la Grèce et l'Italie sont déjà dans l'espace Schengen. D'ailleurs, je vous rappelle que la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, appartient déjà à Schengen. Pour vous rappeler, je ne sais pas si aléatoire. Alors, cette fois, on a fait le tour par le haut. Au niveau de l'extension, ce pays-là, l'Islande, la Norvège et la Suisse sont déjà dans l'ALE, mais donc on ne va pas s'intéresser à ceci aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'aspect du bas. Qu'est-ce qui se passe? En gros, quel est l'objectif de l'Union européenne? Vous le voyez très bien. À part les effets de bord, donc ces trois pays, on a un espace ici qui représente un territoire cible qu'il faudra absorber. Peu importe comment. Attention à ce que je dis, c'est important. C'est peu importe comment il faudra l'absorber. Parce que sur le plan géostratégique, c'est un espace de faiblesse. C'est pas par hasard qu'on a eu le problème aussi avec la Yougoslavie. Et alors attention, c'est un espace de faiblesse. Alors on n'a pas que la Yougoslavie ici. Vous vous rappelez, on a aussi l'Albanie. Donc ici, en fait, on a... vous voyez, en fait, on a la Croatie, on a la Bosnie, on a la Serbie. Attention, la carte la plus ancienne, c'est pour les 2007. On n'a pas encore le Monténégro. Mais souvenez-vous, et ça c'est important comme structure, vous en rappellerez, le Monténégro s'est séparé de la Serbie, mais il a été automatiquement considéré comme un État membre du Conseil de l'Europe, qui a actuellement 47 États membres. C'est très difficile à faire, parce que si vous réfléchissez bien, par exemple, imaginez que d'un seul coup la Corse, je pense que c'est totalement au hasard, imaginez que la Corse veuille devenir indépendante. Bon. Déjà, vous me demandez où je veux en venir. Donc, c'est déjà bien, vous voyez que l'exemple n'est pas complètement aléatoire. Alors, imaginons, pour que ça fasse partie du Conseil de l'Europe, il faut que ça ait le statut d'État sur l'ensemble de ces institutions. Il faut quand même bien vous renseigner, c'est qu'en réalité, la Corse est nettement plus évoluée que le Monténégro pour avoir un statut d'État. Donc, ça serait encore bien plus facile. Ce que j'essaie de vous dire avec l'exemple de la Corse, c'est que j'essaie de vous montrer un exemple auquel les Français tiennent, et je vous donne un exemple du Monténégro que vous connaissez peut-être pas bien, et pour vous rendre compte que le Conseil de l'Europe a absorbé le Monténégro de facto, comme si c'était évident que c'était un État. Et il n'est pas rentré comme État candidat, il est rentré parce qu'il faisait partie d'un État qui était la Serbie. Je peux vous donner un autre exemple. Au lieu de prendre la Corse,
Hein. On n'a qu'à prendre la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes décide d'un seul coup de devenir indépendante, parce qu'elle a le statut d'être un État. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la région Rhône-Alpes est bien plus un État que le Monténégro. Voilà, donc c'est un peu, c'est pas pour vous parler de la France, c'est pour vous rendre compte avec des critères français que l'entrée du Monténégro dans l'espace du Conseil de l'Europe n'est pas si évidente que ça, et ça s'est fait pourtant de manière très facile. Alors ici, on a Skopje, le problème de la Macédoine, comme on dit en Grèce. Ici, donc, on a une séparation, mais ce qui est important, c'est que petit à petit, l'Union européenne redécouvre son espace naturel, c'est-à-dire l'Europe. Et donc, dans le cadre de l'Europe, on a, vous voyez, l'espace français, eh bien, il est quasiment complet, il ne manque que la Suisse. L'espace allemand, il a absorbé l'Autriche. L'espace autrichien, donc austro-hongrois, c'était comme par hasard, l'Autriche était une fervente, non seulement de la Slovénie, mais aussi de la Croatie. Et souvenez-vous bien que tous ces pays, avec la Hongrie, faisaient partie de l'Empire austro-hongrois, tout simplement. Donc, si vous regardez en fait ce qui se passe ici, c'est tout à fait naturel. Alors, quand on parle de choses naturelles, vous voyez, on n'a toujours pas parlé de l'Afrique. Alors, on va sortir maintenant du champ européen. On a défini ce genre de choses, on va revenir ici. Alors, donc, en gros, on a dit quoi? On a dit que du point de vue stratégique, géopolitique, stratégique même pur, l'ensemble de l'Union européenne est relativement stable par le haut. D'accord? Donc, il faut s'intéresser à ce qui se passe ici. Alors, on va avoir une carte démographique. Alors, pas une carte stratégique, pas celle-là, celle-là. La précédente, c'était bien. Voilà. Ça, c'est la population des plus de 65. Donc, vous voyez, en fait, c'est en pourcentage du total, donné 2005. Donc, les zones les plus foncées, ça représente 19,7%. Vous voyez à peu près, je vais vous donner les chiffres pour ceux qui ne voient pas bien. Les données absentes, vous vous en doutez pourquoi elles sont absentes, vu ce qui se passe là-bas. Et on va jusqu'à les zones jusqu'à 3,1%. Alors, c'est pas très compliqué. Non, à voir. Vous voyez en fait que sur la partie nord qui correspond en fait à l'Union européenne, à part quelques exceptions, on est dans une situation où les personnes de plus de 65 ans représentent à peu près 20%, alors qu'en fait, dans la partie sud, elles représentent à peu près 3%. Alors, ça veut dire quoi? La documentation française ne s'est pas intéressée à l'âge 65 par hasard. Elle n'a pas pris 70 ou 85 ou 95. Bien. En réalité, c'est par rapport aussi au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il est assez naturel pour l'Union européenne d'avoir le statut de région cible pour du travail. Puisque sa propre population est en train de vieillir, et en dessous, on se retrouve avec une population qui, elle, est en moyenne plus jeune et qui n'a pas de travail. Donc, c'est plutôt une zone source. Alors, donc, ce qu'on va réfléchir sur ce point, c'est en gros, on va avoir l'idée dans la France, et on va beaucoup influencer les États européens, c'est de dire la chose suivante. Il faudrait peut-être faire attention au problème d'une immigration désordonnée. Je ne dis même pas clandestine, je dis simplement désordonnée. Clandestine, c'est un autre problème, je ne rentre pas dans le cadre juridique. Qu'est-ce que je veux dire par désordonné? C'est-à-dire que si c'est complètement un espace libre, c'est complètement ouvert, tout le monde peut partir n'importe où, et donc il n'y a plus aucun contrôle. Alors l'idée qui s'est faite au fur et à mesure, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas stabiliser les pays qui sont dans le bas, dans le cadre d'une union méditerranéenne, de manière à éviter un flux migratoire incontrôlé. Alors on va voir l'union méditerranéenne maintenant. Non. C'était avant ça. Avant, voilà. Alors, donc là, vous avez les États membres de l'Union européenne. C'est une carte qui est plus entre guillemets. Et ensuite, vous avez l'Union pour la Méditerranée, la Ligue arabe et les membres de l'Europe, etc. Alors, bon, je passe sur les détails. Les détails, c'est quand même un gros détail, la Libye.
D'accord? C'est un détail qui ne correspond pas, en fait, du point de vue géopolitique, au même point de vue. Mais ne soyez pas surpris que les stratégistes considèrent qu'à terme, ce petit trait rose va passer en dessous. D'accord? Ce qui est dans le temps présent quelque chose d'absolument impensable n'est pas si évident dans le futur. Alors regardez. Donc, on a le Maroc, l'Algérie, donc Tunisie, un espace connu par les Français, donc le Maghreb, la Libye, l'Égypte. C'est pareil, si vous vous rendez compte, excepté la Turquie, qui a un rôle un peu à part, tout cet espace-là est un espace que connaît bien le français normal. Alors vous allez me dire l'Égypte, non, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on n'a pas vraiment eu d'aller-retour avec l'Égypte. Hein. Ça ne faisait pas partie des colonies. Normalement, vous devriez protester. Vous devriez dire non, mais non. Là, M. Ligero se trompe. Non, la présentatrice ne dit rien non plus. Elle dit on va voir où ils vont en venir. En fait, je vais vous rappeler un petit détail pour l'Égypte c'est que tout ce qui concerne la Méditerranée, ici, au niveau des hydrocarbures, donc gaz naturel et pétrole, c'est géré par la France depuis 1911. Une collaboration assez sympathique. Hein. Donc vous voyez, on n'est pas complètement désintéressé dans le point, on est intéressé. Alors on a beaucoup plus de familiarité avec le Liban, hein, de façon traditionnelle. De façon générale, la Jordanie, la Syrie, la France est assez bien vue dans ce point. Avec Israël, on joue un peu au chat et à la souris. Des fois ça nous arrange, des fois ça ne nous arrange pas, mais enfin on verra. Donc ça c'est un autre problème. En tout cas, c'est un espace qu'on connaît bien. Alors pourquoi? Parce que vous vous rappelez, ce monsieur-là, Nicolas Sarkozy, a donné en fait à un moment une idée en disant il faudrait quand même s'occuper maintenant de la Méditerranée. Ce que j'essaie de vous dire, vous pouvez être de son parti ou pas, de toute façon, c'est le président. Deuxième point, ce n'est pas une idée qui provient directement de lui, c'est une idée qui est géopolitique beaucoup plus ancienne et qui est tout à fait naturelle. C'est-à-dire, en fait, comme on avait le Mare Nostrum des Romains, donc avec l'utilisation, Messoios pour les Grecs, ça veut dire en fait la terre qui est dans la mer, qui est dans les. Exactement comme Méditerranée, qui est au milieu des terres, cet espace-là était assez naturel. Il s'est prolongé. Donc si vous le voyez maintenant à l'envers, et vous regardez d'abord la Méditerranée, avec l'espace phénicien, qui fait les comptoirs, l'espace grec ensuite beaucoup plus normalisé avec l'espace romain, en fait c'est la chute de l'espace romain qui ne va plus donner autant d'importance à la Méditerranée, mais c'est quand même une importance qui est chronique. Donc, maintenant, si vous voyez la zone rose, qui est quand même une étendue énorme, vous vous rendez compte que c'est quand même bien la Méditerranée qui joue un rôle central de nouveau dans ce cadre-là. C'est une idée qui est intéressante parce qu'elle n'est pas naturelle pour des gens qui sont européens à partir du traité de Rome. On trouve que cet espace-là, on le regarde toujours par le haut, sans faire jeu de mots, bien sûr. Mais on l'a regardé à un moment par le bas. Et finalement, on nous a dit qu'il ne fallait plus le regarder par le bas, alors on a de nouveau regardé par le haut. Alors là maintenant, on se dit, il faudrait peut-être se mettre à la place de ces gens, comment ils nous voient. C'est le problème des portes. Ah oui, c'est toujours important. Vous vous dites par exemple, quand vous êtes chez vous, je vais mettre une porte blindée. Mais si vous étiez voleur, et que vous voyez une porte blindée, vous dites c'est intéressant a priori. Ah, vous voyez, d'un seul coup là vous dites, alors, est-ce qu'il faut que je montre que je suis a priori intéressant, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas le montrer? Alors vous allez trouver finalement un intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une porte qui ressemblera à un coffre-fort, vous allez mettre un trident, c'est un peu près l'équivalent, vous direz, bon, à peu près tout le monde utilise ça, donc on ne sait pas bien. Alors, si vous allez par exemple au Maroc, et vous regardez un peu les portes, vous allez vous rendre compte que les portes, c'est un signe distinctif pour savoir l'état de la maison. Donc c'est pas bien. Alors, le
problème en fait avec l'Union européenne, c'est que nous, en fait, bon, vous savez, nous, on est toujours miséreux, on se plaint de tout, on n'a pas la sécu, on n'a rien. On a l'impression des fois qu'on n'est même pas dans un pays du tiers-monde. Comment j'entends les Européens se plaindre, c'est sauf quand ils partent en vacances ou d'un seul coup, ils prennent quand même l'Europe assistance. Hein? Quand ils ont le moindre pépin, ils retournent en Europe. Quand ils ont les moindres problèmes au niveau de leur retraite, ils retournent en Europe. Enfin bon, à part ça, ils sont dans un territoire pourri. Hein? On va oublier ça. Mais bon, d'un seul coup, on se rend compte que les autres ne nous voient pas comme un territoire pourri. Pas du tout. En fait, l'Union européenne représente une cible. Alors nous, on a tendance à voir le Sud comme un lieu de vacances. On peut même fantasmer, on aime bien aller dans certains endroits. Tunisie, combien de Français ne sont pas allés à Djerba, hein, qui est certainement pas un endroit stratégique, hein, c'est pas pour ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Cet espace-là, c'est un espace qui est convivial dans un espace récréatif. On n'imagine pas qu'on y reste. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a ça. Hein. C'est pas à cause des gens, c'est à cause déjà des problèmes climatiques. Donc, cette zone-là est naturellement maintenant une zone cible. Donc, le problème de cette zone, c'est-à-dire de nous, c'est de dire qu'il faudrait peut-être changer de nature et ne pas représenter simplement une zone cible. Alors, c'est quoi? C'est exactement la technique de dissuasion nucléaire qu'utilise la France. C'est surprenant de faire ce genre de mélange, mais bon, avec moi, vous savez que tout est permis. Enfin, dans une certaine mesure. Alors, regardez. Ça, en fait, ça va être notre pôle central. Ça va être des points d'ancrage. Qu'est-ce qu'on va dire en gros? On va dire qu'il n'y a pas seulement cette cible, on a une polycible. Non. Essayez d'imaginer le processus de dissuasion nucléaire français, c'est quoi? C'est que vous pouvez attaquer la France parce que vous ne pouvez pas vous défendre contre l'ex-Union soviétique ou les États-Unis, parce qu'au niveau nucléaire, on ne peut pas être au même niveau. Qu'est-ce qu'on a fait alors? Vous savez tout ce qu'on a fait. On a fait des sous-marins nucléaires qu'on envoie partout. On ne sait plus où ils sont. Et ils ont des charges nucléaires. Et donc là, on leur dit, c'est très simple. On leur dit, si vous tapez sur la France, nous, on vous tape avec des sous-marins. Nous, on ne sait même pas où ils sont. Alors, les autres, ils réfléchissent quand même. Alors, c'est quoi le principe? Par exemple, je vois ce monsieur-là. Je vois qu'il est bien plus costaud que moi. Voilà, il est bien plus costaud que moi. Je ne sais pas, vous êtes peut-être armé, on ne sait pas ça. Alors, nous, on stratégie, on est toujours stratégie. Alors, il est bien plus costaud que moi, et je vois qu'il va la casser. Et moi, je suis faible. Il va le faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la dissuasion française, c'est important. En gros, comment? Non, il va m'écraser. Attaquer la personne qui est protégée? Non, même pas. Il veut protéger personne, il est tout seul, il est content, il est fort. Tu veux le gonfler? Comment? Tu vas le gonfler? Oui, c'est le principe du crapaud, mais en fait, au bout d'un moment, il va nous percer, on verra bien. S'il a eu peur. Non, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. On ne peut pas l'empoisonner non plus. Alors, vous voyez, en fait, les choses naturelles auxquelles on pense, c'est des choses qui viennent de nous vers nous. Mais vous oubliez quelque chose, c'est que lui, il est fort, et nous, on est faibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui dire, par exemple, lui, il peut me donner une claque. Et là, je sais que s'il m'en donne une, moi, je fais l'autocol. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, vous pouvez le faire, mais si vous me donnez une claque, vous allez perdre de l'eau. Ah oui, ça fait réfléchir un autre coup, il se tient à l'oreille. C'est pas un hommage à Vincent, c'était de l'autre côté. Alors, et il se dit quoi? Il se dit, tiens, effectivement, si je perds de l'eau, c'est moi. Est-ce que ces chiffres-là, c'est à moi, vaut la peine que moi je perde de l'eau? Vous voyez le sens de la réflexion? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on dit, on a des sous-marins nucléaires, ils sont des cibles déjà fixées. Vous tapez sur Paris, nous on tape ailleurs. Là on ne contrôle pas. C'est-à-dire que même si vous défoncez tout Paris, eux ils sont indépendants. L'autre il réfléchit quand même. Il réfléchit, vous savez pourquoi il réfléchit? Parce que ça concerne plus vous, ça concerne lui. Là on a réussi à vous faire prendre conscience que quand même perdre de doigts pour juste une claque,
que finalement ils ne m'en donnent pas. Alors attention, ça marche bien avec des ennemis intelligents. Si c'est un crétin, il perdra les deux doigts et moi je serai mort. Donc, des fois, il faut le rendre intelligent, l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, en France? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des tirs. On fait des tirs sous terre. Et on sait que partout dans le monde, il y a des sismographes. Donc nous, on se fait critiquer par les gens français du coin, parce qu'on fait des espaces nucléaires, etc. Bien. Mais en réalité, tout le reste du monde, tous les scientifiques, savent exactement quelle est la puissance de feu de la France. Et tenez-vous bien, en plus, ils savent que ça, c'est le minimum, parce qu'en général, on ne fait pas exploser le top, on fait exploser le plus bas. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on informe. Alors si par hasard, l'ennemi n'est pas assez intelligent, il n'a pas compris avec les sismographes ce qui se passait, d'un seul coup, on a nos amis journalistes, qu'on aime toujours, qui travaillent bien sûr officiellement toujours contre le gouvernement, mais qui d'un seul coup vont trouver des choses à diffuser sur les armes nucléaires françaises, qui vont être accusées, bien sûr. Parce que c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Mais lui, quand même, il a fini par le dire. Et là, il se dit, bon, ça va, d'accord. Je garde ma main, je réfléchirai. Pour l'instant, évidemment, la journaliste n'a pas eu grand-chose, parce qu'on ne sait même plus qui a fait quoi. Et elle dit, mais moi, je ne pouvais pas contrôler tout mon journal. Et finalement, le petit qui a simplement fait la photocopie, lui, on va peut-être le virer, mais le reste, en fait, le boulot a été fait. Alors, ne pensez pas que tout ce que je viens de raconter, c'est vraiment simplement de l'imagination. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et vous savez pourquoi ça marche très bien? Parce qu'en général, la population oublie. Donc en fait, après, on ne sait même plus quel journal a publié, on ne sait plus quel journaliste l'a fait, on ne sait pas pourquoi ça a été fait, on ne se rappelle même plus quand c'est qu'on a été tiré ici. Vous vous rappelez des essais? Vous vous rappelez des essais? Vous vous rappelez un peu, mais pas vraiment. Mais souvenez-vous, je me rappelle, le gouvernement anglais avait dit, quand on faisait les essais, c'est la première fois que je vois un gouvernement français foncer sur un mur, que ça, ils en avaient vu. Mais en plus, en faisant plein de combats. Vous voyez? En réalité, si vous réfléchissez bien à ce qui se faisait à Muroc, etc., c'était une façon d'informer la chose. Alors, c'est ce qui se passe ici. C'est le même principe. On représente plus simplement une cible, on crée d'autres cibles, donc ça veut dire qu'il faut créer des espaces économiques stables pour avoir en réalité une zone tampon. Alors attention, c'est assez subversif comme idée. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la Méditerranée qui est considérée comme un espace cible, c'est la Méditerranée qui est considérée comme une zone tampon. C'est très différent comme approche. Et là, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte de la similitude avec les îles de la mer Égée. Si on revient sur la carte de la topostratégie au départ, donc ça vous aide. Vous voyez en fait cet espace-là, vous n'avez pas le droit de le simplifier. Comme il y a 3000 îles, vous ne pouvez pas considérer que c'était une grosse. Non. Vous ne pouvez même pas non plus considérer que c'est un espace terrestre. En réalité, je vais vous dire une chose très simple. Si la mer Égée n'existait pas et que c'était uniquement une surface terrestre, grecque, à un moment, à l'heure actuelle, elle serait tuée. Si vous n'arrivez pas à le comprendre ça, regardez l'espace arménien. L'Arménie, vous êtes tous des Français cultivés, vous venez tous aux conférences de la Maison de l'Europe. Et donc vous savez que l'Arménie s'appelait avant, comment ça s'appelait? Ça s'appelait le pays des 3 mers. L'Arménie, à un moment, ça touchait, remonte-moi à la carte de l'Europe maintenant, ça touchait, regardez, l'Arménie, l'Arménie, ça touchait là, là, et encore l'autre mer. Donc quel est le problème de l'Arménie par rapport à la Turquie? Quel est le problème? Elle n'est pas enclavée dans la Turquie.